Et c'est alors que j'ai compris le message de ce fait plat. Nous n'avons pas de carte digne de confiance, pas une seule. Nous n'avons pas de source fiable pour nous montrer l'image globale du monde dans lequel nous vivons. J'ai continué mon voyage. Et alors que je m'aventurais plus profondément dans la forêt, le chemin vers le centre qui m'avait mené jusqu'ici avait disparu et je ne pouvais plus faire demi-tour. Et il n'y avait plus de chemin devant moi. Je me suis vraiment perdu. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous êtes en premier lieu, si vous n'avez pas de carte? Tous les repères historiques dans lesquels j'avais investi un certain degré de confiance auparavant étaient devenus moins fiables et douteux. Combien de choses ont été éditées par les contrôleurs? Quelle part de vérité restait-il? Et si toutes les cartes étaient fausses, pourquoi cachent-ils les cartes des 2000 dernières années? Nous n'avons pas une seule carte honnête du monde. Et comme dans tous les moments où l'on est perdu, juste avant que le désespoir ne s'installe, une circonstance imprévue est survenue qui m'a remis sur la bonne voie. J'ai trébuché à travers une épaisse broussaille et je suis sorti dans une clairière éclairée par la lune avec un petit lac. Dans cette clairière, j'ai rencontré un personnage mystérieux nommé Sturgios. Je lui ai dit que j'étais perdu et il m'a dit de venir et de regarder dans le lac. Il m'a dit de regarder l'eau. « Que vois-tu » m'a-t-il demandé. « Moi-même » ai-je répondu. « Mon reflet ondulant et scintillant dans le clair de lune. »« Miroir, miroir, regarde au-delà de toi-même, a-t-il dit. Que vois-tu » Et elle était là, comme elle avait toujours été. Miroir, miroir, bien plus haut. Miroir, miroir dans le ciel. Miroir, miroir, ô combien ils ont menti.
C'est impossible. Tout ce temps, caché à la vue de tous. Un reflet déformé, peu fiable, mais inébranlable. Une image quasi photographique à la fois de notre monde connu et qu'est-ce que c'est? C'est le monde inconnu. Merci Sturgios pour tout ton travail. Sturgios a cartographié chaque continent dans les moindres détails. Son travail est méticuleux. Il a cartographié les fuseaux horaires, les saisons, les trajectoires de vol et les distances. La première vraie carte de la Terre plate, et c'est de la plus haute importance, principalement en raison de la masse terrestre inconnue ici, que Sturgios a nommée Terra Vista, d'après la masse terrestre d'Abano Monte, du même nom. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cette Terre avant? Si la zone ici est notre monde connu, alors le monde est vraiment énorme. Mais attendez une minute. La présentation de Sturgios de notre monde connu, ici, cartographie les 5 principaux cercles de latitude. Nous voyons le cercle arctique, les tropiques, l'équateur et le cercle antarctique. Et Sturgios a cartographié le voyage concentrique du Soleil autour de ces cercles de latitude, cartographiant les saisons et les fuseaux horaires avec la plus grande précision et exactitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas parcourir la totalité des masses terrestres présentées ici, car cela prendrait trop de temps. Est-ce que cette masse terrestre n'a pas son propre Soleil? Ou peut-être que la Lune n'est pas une carte du vaste monde, après tout? Mais pas si vite. Nous devons passer un peu de temps à décomposer la découverte de Sturgios ici. Comment l'image de la face de la Lune a été et est formée? Quand a-t-elle été formée et pourquoi? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre. Personne ne le sait, à part les trompeurs des hautes sphères. Mais il y a beaucoup de choses cachées à la vue de tous, qui nous rapprochent un peu plus d'une meilleure compréhension de ce phénomène mystérieux. Tout d'abord, c'est la nature de cette image. C'est une image composite. Vous êtes témoin de plusieurs images simultanées lorsque vous regardez la face de la Lune. Et ces images s'apparentent à un type de photographie au rayon X. Et il est évident qu'il y a aussi beaucoup de distorsions et d'illusions optiques dans ces images. Personne ne peut expliquer comment cette image composite s'est formée. Et personne n'a jamais donné de réponse satisfaisante à la question de savoir ce qu'est exactement la Lune, et ce à juste titre, car si c'était le cas, nous ne serions pas dans cette situation. Alors que la plupart des vues alternatives de la véritable nature de la Lune sont enracinées dans des théories absurdes, telles que celles imaginées par de nombreux trompeurs et garçons qui n'ont pas grandi et qui émettent l'idée que ce sont des extraterrestres qui ont créé la Lune et qu'il existe des bases souterraines au fond de ces cratères. Il y a cependant un homme qui a parlé de la Lune dans les années qui ont précédé la course à l'espace des années 60 et qui a offert une vision très sensée. En 1965, le professeur Foster a défié un complexe scientifique corrompu en déclarant que l'atterrissage sur la Lune était une impossibilité. Une impossibilité, selon lui, parce que la Lune est constituée de plasma et non de matière solide. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une interview. Quelle est votre théorie? Eh bien, c'est bien plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à divers scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais du plasma. Un phénomène de plasma, un plasma cosmique, et que ce fait sera finalement confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont déjà été confirmées en 1958, et la situation actuelle est proche d'une confirmation complète. Des règles scientifiques sont exprimées dans le monde entier maintenant que la Lune semble être d'une nature tout à fait différente de ce que l'on supposait. Les Américains et les Russes envisagent d'y faire atterrir des hommes. Oh bien, ça n'arrivera jamais, pas sur la Lune. Sur Mars, Vénus et d'autres planètes, oui, mais la Lune est définitivement, comme je l'affirme, un plasma. Comme la plupart de ceux qui s'expriment, Foster faisait très probablement partie de l'opposition contrôlée. Remarquez qu'il affirme qu'il est possible d'atterrir sur d'autres planètes, mais pas sur la Lune. Probablement que sa tâche consistait à introduire une demi-vérité selon laquelle la Lune est un phénomène de plasma, pour que ces affirmations soient, je cite, démystifiées et prouvées fausses, quelques années plus tard, après la mise en scène des alunissages. Toutefois, depuis l'affirmation de Foster, notre propre accès à la technologie au cours des dernières années nous a permis d'étudier la Lune de manière plus détaillée, et grâce à cela, nous voyons encore et encore des exemples variés de la Lune se comporter d'une manière qui démontre le mensonge selon lequel il s'agit d'une boule de roche. Nous voyons de nos propres yeux une Lune semi-transparente, soit la nuit, soit lorsqu'il fait encore jour. Nous voyons le ciel à travers la Lune. Il est même parfois possible de voir les étoiles directement à travers la Lune.
De nombreuses personnes ont démontré à plusieurs reprises que la lumière de la Lune est plus froide que l'ombre la nuit et qu'il ne peut donc pas s'agir d'une lumière solaire réfléchie car elle ne possède aucune chaleur résiduelle. Nous savons également que les objets sphériques ne reflètent pas la lumière. Selon les lois de la réflexion, la lumière se concentre en un point culminant et ne se reflète pas. On peut également observer de fréquents croissants de lune lorsque la Lune et le Soleil sont à proximité l'un de l'autre, ce qui signifie qu'il est impossible que le Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc, si la Lune est un phénomène de plasma, comment a-t-elle pu se former en premier lieu?